Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, l'épisode 109, ça commence à faire un petit bout, mine de rien. Avec Olivier, ce soir, comment ça va ? Bonjour Cyril, bonjour à tous. Bah ça va pas mal, un petit peu frais, on a hâte que la saison reprenne, évidemment. Ça va reprendre bientôt là. Ouais, pour pouvoir aussi faire de la moto, pour ceux qui roulent pas l'hiver comme moi. Et Paul, comment ça va Paul ? Écoute, en pleine forme, bien reposé moi aussi du coup. Et moi par contre, je roule l'hiver et c'est pas drôle du tout en ce moment. Ah bah ouais. Et ça va, il gèle pas, mais ouais, c'est... Ouais, t'as beaucoup de trajets ou pas ? J'ai 65, je fais 130 bornes par jour. Ah oui, quand ouais. même. Gilet chauffant, donc c'est gilet chauffant, gants chauffants, c'est très bien. Ouais, il faut au moins ça, effectivement. On va poursuivre avec le deuxième débrief de cette saison donc 2021 qui s'est terminée maintenant il y a un petit moment, et on va parler évidemment donc des catégories Superbike, Supersport et évidemment du MotoGP. Donc on commence avec la Supersport 300 avec les 5 premiers du championnat. Donc le 5e Yuta Okaya avec 140 points, Samuel Dissora le français 4e avec 148 points, Jeffrey Buis 3e avec 174 et Tom Boussamos 2e avec 189 et champion donc en Supersport 300 Adrian Huertas avec 255 points. Donc côté français, Samuel Dissora 4e, Hugo de Cancellis 12e et Johan Guimbert 36e au général. Donc Dissora a quand même fait 5 podiums et une victoire, donc c'est une saison qui était assez intéressante et prometteuse pour le français quoi. 4e, si 4e au général, c'est plutôt intéressant quoi, dans une catégorie qui est où il y a beaucoup de pilotes quand même. Ouais. Moi, c'est pas Dissora que j'attendais, très honnêtement. Ah ouais ? Non, je pensais que De Cancellis serait beaucoup mieux. Ouais. Après, Gimbert, il débute, donc tu sens que c'est dur par contre. Hein, c'est ce que j'ai l'impression que c'est encore plus dur que le Moto 3. C'est hallucinant. Donc c'est bien pour Dissora, à voir maintenant ce qu'il fait la saison prochaine. J'avoue que j'en sais pas grand chose, mais s'il continue dedans, ça peut être sympa. Mais on va avoir l'occasion de discuter un peu de la KT quand même. Moi, il y avait une grosse surprise dedans, mais c'est vrai que voir un Français devant dans une catégorie qui peut amener à des choses intéressantes, c'est sympa. Ouais, vas-y, si tu veux poursuivre sur le 300, si tu veux dire quelques mots. Ouais, moi, ce qui m'a vraiment surpris sur le 300, parce qu'après, là, c'est une catégorie qui est quand même... j'ai l'impression que si on n'a pas une Kawasaki, c'est quand même compliqué de gagner, si ils font beaucoup d'efforts pour avoir des motos différentes. Tu vois, la KTM qui était bien la première année, là maintenant on la voit plus trop aux avant-postes. Et cette année, moi, c'était la domination de Huertas, parce qu'en fait le gars arrive à mettre un total de points assez hallucinant par rapport aux autres. Il a gagné la majorité des courses de la saison. Alors j'ai plus le total en tête, mais je crois qu'il y en a 2 ou 3 ou quelque chose comme ça où il les gagne pas sur une catégorie aussi disputée. C'est impressionnant, surtout que la saison dernière il est pas du tout dans la conversation pour le titre l'année suivante. Voilà. Donc là, moi, c'est ça qui m'a vraiment surpris. On voit que le gars a bossé et ça reste quelque chose d'intéressant à voir, parce que il y a vraiment de la bataille tout le temps. Après, pour faire le parallèle avec le Moto 3, il y a quand même moins d'accidents. Ouais. Alors, est-ce que c'est dû aux motos en elles-mêmes, enfin aux performances des motos en elles-mêmes qui sont vraiment en retrait par rapport à du Moto 3 ? Je sais pas trop, mais en tout cas, c'est intéressant à regarder. Ouais, ils ont un petit peu plus nivelé entre les différents constructeurs. Ouais, tu sens que tu sais, comme il y a des différences de cylindrée et tout ça, il y a des histoires de lest, il y a faut encore, je pense, le temps que qui réadapte un peu tout pour que les motos soient vraiment au même niveau, parce que visiblement la 400 Kawa marche quand même très très bien. Ah bah oui. Si tu viens avec une 400 chez les 300, forcément. Voilà quoi, apparemment c'est pas encore bien résolu le reste. Ouais. Ah bah de toute façon ils vont remettre le même bordel en 600 d'ici peu, donc ça va être... J'avoue que la saison prochaine de Supersport, j'ai hâte de voir comment ils vont équilibrer leur truc. Je pense que ça va leur prendre quelques années quand même. Je pense que ça va être un beau bordel aussi.
On va passer justement au Super Sport 600, donc les 5 premiers du championnat, donc 5e Philippe Heutel avec 252 points, 4e Jules Cluzel avec 279, 3e Manuel Gonzalez avec 286, 2e Steven Odendal avec 323 et champion du monde Dominique Egerter. Donc côté français, Valentin Debise est 20e, Andy Verdoe à 25e, Loïc Arbel 29e et Ludovic Cauchy 47e. Alors là, on va échanger un petit peu plus. Moi, j'ai trouvé quand même une grosse domination d'Egerter, donc qui a été titré assez tôt dans la saison. Ah, il a quasiment 100 points de plus que le deuxième. C'est complètement hallucinant. Ça en devient un peu, je dirais pas bizarre, mais c'est un peu dommage parce que ça perd, la catégorie perd un petit peu d'intérêt. Et puis c'est un petit peu la coupe Yamaha, quoi. C'est-à-dire que ça fait beaucoup de Yamaha devant. Donc ça, pour moi, ça perd un petit peu d'intérêt. Je sais pas ce que tu veux en dire. Moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Yamaha. Après, c'est des belles courses aussi. Hein. Enfin, il y a beaucoup de bagarres, même si c'est quasiment du monomarque. C'est pas inintéressant quand même, je trouve. On se marre bien pendant les cours. Ça aussi, je leur dis à chaque fois qu'on parle du super sport, mais c'est vrai que le niveau de réal, c'est peut-être là-dessus qu'il faut, sur la côté télé, c'est peut-être là-dessus ils ont moins de moyens que le MotoGP, hein, on l'a déjà dit plein de fois. Mais c'est plus il y a moins de caméras. Ouais, il y a moins de caméras. On a l'impression. Super Sport et Superbike, donc du coup, t'as des plans qui sont plus larges. Plus larges et tout le temps les mêmes. Et du coup, tu vois un tour, c'est assez monotone finalement. Regardez, heureusement qu'il y a un peu de bagarre sur la piste. Ouais. Paul, tu voulais dire quelque chose sur le 600 ? Moi, c'est plus après dans les remarques sur la catégorie ou les choses comme ça, parce qu'après, c'est des courses que j'aime bien suivre. Cette année, on a eu un peu de bagarre par rapport aux autres saisons quand même, mais c'est pas. Je pense comme vous, j'ai hâte de voir en fait ce que ça va donner avec des nouveaux constructeurs, parce que c'est pas un point fort ni une déception, mais t'as 2 Yamaha qui marchent en plus fort que les autres. Ouais. Tu vois, t'as l'ancienne Bardal, donc la Evan Bros là, et l'actuelle Tenket. Tu sens que ça marche plus fort que les autres. Clair. Pourtant, le GMT, pour ne parler que du GMT, parce que forcément on les suit, le GMT sont pas manchots. Ils savent préparer des motos. Et pourtant, ils ont pas ce petit truc qui permet d'aller chercher la Bardal ou la Tenket. Du coup, vivement quand même qu'on arrive à équilibrer avec d'autres constructeurs. Surtout que quand tu vois certains qui roulent, je crois que c'est Okubo qui avait qui a eu pendant un temps une CBR, maintenant il doit être en ZX6. C'est des motos, elles étaient déjà à bout de développement il y a 3-4 ans. Ah bah les Honda, de toute façon c'est mort. Enfin, ça devient dur, tu vois. Ah oui, ça c'est évident. Après, la grosse promesse c'est pour l'année prochaine, mais on en reparlera certainement un petit peu plus tard. Donc dans les points forts, surtout il y a Pierre qui a noté une grosse saison donc de Manuel Gonzalez, qui était jeune champion Super Sport 300 2019, donc à 19 ans, et que sa 2e saison, il fait 2 pôles de victoire, 7 podiums, et l'année prochaine, il sera en Moto 2 chez Yamaha VR46, donc c'est un point qui va être intéressant, quoi. C'est un pilote qui va être à suivre certainement, quoi. Non, c'est un sacré bonhomme, hein, parce que même en le voyant en 300, c'est lui qui reprend le titre à Ana Carrasco l'année d'après. La dernière R6, elle est sortie de caisse il y a quoi, 3-4 ans, quelque chose comme ça. Donc du coup, elle a quand même une base qui est bien plus amenée à être développée. Et quand on voit ce qu'il a fait avec, c'était beau. Non, je pense que c'était beau. Après, je te dis, ça va rejoindre le point, moi, que j'ai noté un peu plus loin, le fait qu'il aille en Moto 2, c'est pas spécialement étonnant, mais c'est plus inquiétant pour la catégorie Super Sport. Ouais, vas-y, je te laisse développer, ouais. Moi, ce que j'avais noté, ce qui m'embête, c'est en fait, quand on voit le top 5, Agarter, Odendal et Heutel sont dedans. C'est des gars qui viennent du Moto 2. Sauf que, hormis Agarter, qui avait fait quelques saisons, enfin notamment une saison où il était un peu plus aux avant-postes, Philippe Heutel, il arrive du Moto 2, il était dans le ventre mou du classement. Odendal, même s'il avait une NTS, il était très loin. Et là, c'est des gars avec les bonnes motos en Moto 2, ils sont devant.
Du coup, c'est difficile d'y voir une passerelle, je trouve, entre le 600 et le Moto 2 maintenant, ou entre le monde du super sport, Superbike et le monde des protos avec les grands prix. Et je pense que c'est ce qui m'inquiète un peu pour la catégorie en fait. C'est pas une fois que t'es là-dedans, j'ai du mal à voir un tremplin vers autre chose que du Superbike en fait. On voit plus souvent la passerelle inverse, tu vois. Alors, t'es jeune retraité des GP, bah tu vas vers le Superbike. C'est pas forcément la pub qu'on aime, que j'aime voir, surtout quand on se souvient des pilotes qui venaient à l'époque de ces championnats-là pour venir en GP. Ils ont quand même sorti du Edwards, du Bellis, des choses comme ça. Nick Eden qui venait du Superbike. Je pense que maintenant, mis à part Toprak pour le Superbike, on parle plus grand monde pour venir de ce monde-là vers le monde des GP. Ouais, c'est un débat qu'on avait déjà eu il y a quelques temps. La question des passerelles entre les championnats Superbike et MotoGP. Enfin, MotoGP, championnat de vitesse les plus gros, quoi. Les protos. C'est vrai qu'on avait déjà constaté qu'il y avait, ça allait quasiment que dans un sens. On avait l'impression que le Grand Superbike, c'était vraiment le truc des retraités. Tu l'as très bien dit, Paul. Je me demande si c'est pas une stratégie assumée, en fait. De se dire que, ils ont les protos où c'est la vitrine, où c'est le truc qui ramène le blé, et du coup, on y met les pilotes les plus dingues, et pour ceux qui ont envie de rouler mais qui sont peut-être un peu moins bons, c'est le Superbike, quoi. Enfin, un petit peu moins bon par rapport au GP évidemment. Je me demande si c'est pas complètement assumé en fait. Parce que si ils avaient vraiment envie de faire des passerelles, je pense que ils pourraient l'organiser différemment. Après, ça dépend aussi des marques. Parce que effectivement sur le Discord on a parlé un petit peu juste de ces passerelles, et il y a quand même des pilotes, il y a des pilotes qui ont fait la passerelle beaucoup trop tard. Typiquement Hayden, quand il revient en Superbike, il est plus rapide, enfin il est plus compétitif pour faire quelque chose. Mais typiquement Bautista, donc qui est redescendu chez Ducati il y a pas si longtemps, donc quand il redescend Superbike, c'est encore un pilote qui est rapide, et quand il avait fait des piges notamment chez les officiels ou chez Pramac, il avait fait des courses intéressantes, donc il avait encore de la vitesse. Et après il y a eu le cas aussi de Redding, mais il est passé par le BSB. Après l'exemple le plus récent c'est quand même Baz, hein, qui a fait aussi un petit peu de Hama, et quand il vient faire 2-3 piges en Superbike, il fait des très très belles courses cette année, donc en 2021. C'est assez bizarre, hein. Moi côté passerelle, c'est très difficile de juger, quoi. Ouais, c'est juste dommage, tu vois, parce que ça fait vraiment des championnats qui sont parallèles. Tu vois, il y a aucun gros moment quand même où ça se croise. Moi, c'est vraiment plus ce qui me gêne. Et en plus, j'ai du mal à comprendre le côté, tu vois, qu'un gars qui arrive du Superbike prenne un proto et ait du mal. Je comprends le principe, vu que c'est pas les mêmes freins, c'est pas tout ça. Et les machines sont beaucoup plus performantes, c'est le jour et la nuit. Mais tu vois, l'inverse. Alors c'est des superstars, les gars, ils sont très très bons, et je comprends pas ce qui leur pose tant de problèmes dans la partie justement récupérer une moto standard. Ils s'entraînent sur les tests sur leurs tests de pré-saison, ou quand ils peuvent pas utiliser les protos, ils s'entraînent avec des motos de série, donc ils ont quand même l'habitude de ce gabarit de machine avec des freins acier, avec des pneus différents, etc. Et pourtant tu sens qu'il y a du mal, quoi, quand tu vois ce qu'il avait mis à Bautista, même si Bautista avait gagné la moitié de la saison. Tu vois qu'à la fin ça se fait plier. Redding, qui avait quand même son niveau là enfin cette année, on en parlera tout à l'heure, mais il était de retour devant. Mais tu vois, s'il n'y a pas ce côté vraiment domination, j'aurais bien aimé voir ce que donnerait par exemple un pilote, je sais pas, à la Oliveira par exemple, qui est performant en GP. Tu lui donnes une bonne machine en Superbike, je voudrais voir vraiment ce que ça donne, tu vois. Mais c'est quelque chose qui est plus faisable, j'ai l'impression. Ou même un Petrucci qui a préféré faire le Dakar. qui a préféré faire le Dakar. Bon, il a signé pour Ducati, l'ancienne moto de base, donc à voir ce qu'il va donner aussi en Hama. Ça, tu vois, c'était une bonne surprise. C'est clair. Le niveau du championnat Hama, c'était cool. Alors, on va revenir au 600 quand même et parler un petit peu des déceptions. Alors bon je te laisse ouvrir le débat, Olivier. Oui, déception, je pense que tous les Frenchies qui nous écoutent auront la même, c'est la team GMT.
Forcément une déception parce que on les imaginait à beaucoup plus haut niveau, en tout cas beaucoup plus haut dans le classement. Enfin, vous me direz, Jules Cluzel fait 4e du championnat, c'est pas dégueu, mais clairement on pensait que c'était l'année de la victoire, quoi, de la victoire finale ou d'un très beau podium. Et les pauvres, ils ont été abonnés au chat noir toute la saison. Mais pour rester sur une note positive, on a vu que la toute dernière partie de saison a été très très encourageante, avec des victoires à signaler quand même, de Jules Cluzel. Donc voilà, ouais, forcément déception, mais ça doit être les premiers à être déçus, ça doit être eux, hein, forcément. Ouais, carrément, parce que la saison elle a commencé de manière assez difficile, puisque moi je pensais comme beaucoup, hein, que Caricasulo ça allait permettre de passer un cap, de faire quelque chose, quoi. Et là ça a eu l'effet entre guillemets inverse, puisque Caricasulo la greffe a pas pris du tout. Alors j'ai pas vraiment cherché le pourquoi du comment, mais je trouve que c'est dommage, hein, parce que on attendait tous beaucoup de justement de l'arrivée d'un pilote du calibre de Caricasulo, parce qu'on sait que Cluzel performant, il est très bon, et de lui adjoindre un pilote tout aussi performant, ça aurait pu faire une belle émulsion, quoi. A priori, ça a pas pris. Caricasulo fait aussi une bonne fin de saison quand même en quittant le GMT. Après le GMT, sur les pilotes de remplacement, c'est pareil, quoi. Ça a été très très compliqué toute la saison. Et je te rejoins sur la fin de saison de Cluzel, qui est pour le coup très très encourageante. Ouais. Et j'espère que l'année prochaine ça va payer, quoi. Mais c'était une saison incroyable pour ça, quoi. Ça devient compliqué quand tu cumules autant de galères. Mais tu peux pas t'en sortir. T'imagines, le pire, c'est quand ils prennent De Bize, qui se blesse dès le départ, alors qu'en plus il est potentiellement bien dans les temps. Là, ça c'était la bonne surprise en plus, parce que le gars atomisait à ce moment-là le championnat de France et le championnat d'Allemagne, parce qu'il faisait les deux. Il récupère la wildcard, il se blesse tout de suite. Ils reprennent, je ne sais plus quel pilote ils ont pris après, qui s'est blessé dans la foulée, la course d'après. Mais c'est hallucinant d'avoir aussi peu de chance. Et quand tu vois, comme tu dis, la place de Cluzel au championnat à la fin, qu'est-ce que ça aurait donné si ça avait marché, ne serait-ce que sur une ou deux courses de plus, c'est clair. Juste pour enrayer la machine, tu vois. Donc je pense que c'est ce qui fait signer Cluzel aussi les dernières victoires de la fin de saison. Donc ça augure de belles choses pour la saison prochaine. Ouais, carrément. Ouais. On va voir ce que ça va apporter sur les 600. Donc on va terminer sur l'introduction de nouvelles motos l'année prochaine en super sport. Donc ça va amener un plateau un petit peu plus, à mon avis, disparate au début. Donc il va falloir assez vite homogénéiser le truc, quoi. Donc on va voir si la Dorna arrive à bien museler tout ça, on va dire. Je sais pas. Après, trop. Moi, il y a une moto il y a deux motos qui me font parler dans cette vision-là. C'est la Mini Panigale de mémoire, qui est prise, qui a une énorme cylindrée par rapport aux autres. Oui. C'est une 1000, bicylindre, on n'est pas, on parle pas de la même catégorie. Pour moi, donc je sais pas comment ils vont faire pour adapter ça. D'ailleurs, c'est un signe. Énormément de marques ont signé pour récupérer cette moto-là. Donc il y a peut-être quelque chose derrière quand même. Et alors moi, c'est une époque que j'ai pas connue, mais la Triomphe est pris avec la Street Triple RS. Voilà, donc tu vois, c'est bizarre. C'est bon. Après, est-ce que ça va inciter les constructeurs à produire d'autres motos? J'en sais rien. Ah, mais c'est pas un roadster là qu'ils amènent, les gars, aussi. C'est une sportive, quoi. Oui. Ah bah, donc on va voir. On va voir. Ouais, donc à voir, mais bon. Je pense que la première saison, ça va être plus une saison de test qu'autre chose, quoi. Les saisons de test, ça va me faire penser au Moto-E, on n'est pas dans la merde. Au CRT. N'empêche, ils doivent un peu galérer à jongler dans leur règlement avec tu l'as vu déjà, tous ces moteurs différents. Ils ont quoi, une formule magique en disant alors avec dans les paramètres la cylindrée, le nombre de cylindres et l'architecture moteur. Après, ils multiplient tout et puis ils ont le régime max. Comment ça se passe? Ça va être comme ça, franchement, c'est le casse-tête. Avec les Ducati, Ouais.
Toujours en jouant avec le régime max, quoi, mais c'est le truc, c'est que tu peux pas tout faire avec le régime max, quoi. Bah surtout que oui, enfin ils auront un couple priori de dingue. Et ils auront même pas besoin de dépasser les 12 000. Hein. Voilà. Ouais. Il y a ça non, aussi, mais quoi. ça va être rigolo. On va bien voir tout de suite s'il y a des grosses diffs ou pas. Ça va être marrant. Ouais. On passe au Superbike. Ouais. Donc allez. Au 1000, 5e au général, donc Michael Rinaldi, 4e Andrea Locatelli avec 291 points, 3e Scott Redding avec 501 points, 2e Jonathan Ray avec 551 et champion du monde Toprak Razgatlioglu avec 564 points. Côté Frenchie, on a Loris Baz qui est 15e, Lucas Mayas qui est 18e et Christophe Ponson 20e. Moi, le point que j'avais noté, c'est évidemment Toprak, hein, qui met fin quand même à l'hégémonie de Réa sur Kawasaki, de Réa avec Kawa, puisqu'il avait été titré 6 fois d'affilée, donc c'était pas gagné d'avance et ça a été serré quand même jusqu'au bout, compliqué toute la saison. Ça a été quelque chose d'intéressant à suivre, puisque chaque course a été quand même très disputée. Et puis en Superbike, on a 3 courses par week-end, donc c'est super intéressant, quoi. Ouais, je t'avoue, parce que le Superbike, c'est une catégorie que j'adore. Hein. C'est vraiment, je trouve que c'est plus parlant que le MotoGP. Pour moi, c'est vraiment des extraterrestres, alors que c'est des motos qu'on voit, une R1 ou une ZX10, tu vas chez le concessionnaire, t'en vois une, quoi, donc tu baffes forcément dessus. Et du coup, c'est une catégorie qui me parle un peu plus. Moi, j'ai adoré la bagarre devant, parce que autant Toprak, je l'attendais pas du tout. D'ailleurs, je l'ai dit au début de l'année, hein, je l'attendais absolument pas cette année. Je comprenais pas l'entêtement de Yamaha. Finalement, il s'avère que le gars est quand même monstrueux. La bagarre devant, c'était juste génial, parce que tu voyais que ça se battait à coups de centimètres sur la piste, et pour moi, le point qui montre que c'était vraiment dur, c'est que Créa chute. Et ça faisait des années que Créa avait pas chuté en course. Et là, on l'a vu faire des erreurs, vraiment pousser loin, et ça a amené le niveau vraiment plus haut, d'autant que Redding s'est mêlé à la bagarre. Ça faisait plaisir de le voir devant. Il y a une paire de fois où ça se battait vraiment à 3 de front, c'était vraiment génial. Il y avait plus d'envolée tout seul, donc c'était vraiment top de voir ça. C'est vraiment une caté que j'ai aimé regarder cette année. La technique de pilotage de Toprak, elle est assez hallucinante. Franchement, j'ai vu des détails sur d'autres magazines où ils expliquent vraiment que le gars en fait fait du Marquez, quoi. Il s'amuse à faire glisser son pneu avant. Donc il bloque sa roue avant, il a fait glisser pour la placer. Ça n'existe pas de faire ça, lui il le fait. Donc c'était c'est vraiment une caté qui m'a plu cette année. Et pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, j'ai trouvé la stat. Donc pour Toprak, c'est 13 victoires, 29 podiums et 3 pôles. Ah oui. Ouais, d'accord. Donc tu vois, c'est là qu'on a la différence, et surtout je pense que ce qui lui a amené aussi plus que ses victoires, c'est que à chaque fois où il pouvait pas gagner, il était quand même ultra bien placé. Et du coup, les fois où Réa est tombé, soit il gagnait, soit il était podium. Donc forcément, à la fin, ça devient dur de se battre, quoi. Sans compter que Yamaha fait le boulot, je pense, sur les YAM, parce que toutes les YAM étaient performantes, par contre. Ouais, c'était une remarque. Il y avait on reviendra sur Yamaha rapidement après, mais il y avait une remarque intéressante de Pierre aussi, c'est qu'il y avait 3 marques différentes avec 3 pilotes qui trustent les podiums. Donc c'était une saison qui s'est quasiment courue à 3. Et c'est un point après que j'avais noté. Donc principalement l'écart il se fait entre Redding et Locatelli, où il y a l'Italien est 4e au général avec 291 points. Donc il est quasiment il est plus de 200 points derrière Redding. Donc c'est un gap qui est énorme entre le 3e et le 4e. Donc c'est quelque chose qui se ressent. Après c'est comme ça, hein, le championnat il se fait à 3, et puis après derrière c'est plus resserré, on va dire, mais bon, après c'est la catégorie qui veut ça. Moi, en grosse déception, j'allais quand même Rabat, quoi, parce que c'est un pilote en Moto 2, voilà, mais ça commence à remonter, quoi. Moto 2 était bon, champion du monde et tout, puis après Moto GP c'était compliqué. Et là, tu te dis, il descend en Superbike, on va peut-être voir le gars, et puis tu le vois pas, quoi. Donc c'est un pilote qui a vraiment perdu sa vitesse et qui est plus compétitif du tout, quoi. Donc c'est
C'est dommage, quoi, mais faut savoir tirer un trait et s'arrêter, quoi. Que là, c'est triste parce que je pense qu'il a jamais récupéré de sa blessure de toute façon. Ouais. Donc, et c'est malheureux parce qu'en plus là il est chez Barney et Barney c'est pas des peintres les mecs. Hein. Quand ils étaient avec celui qui est passé chez De Rosa de mémoire, je crois que c'est De Rosa qui était sur Barney. Il y avait Rinaldi. C'est Rinaldi qui est passé chez les officiels. Ouais. T'as eu Rinaldi l'an dernier et avant il me semble que c'était De Rosa avant qu'il redescende chez MV Musta. Je crois que c'était ça. Qui était chez Barney? Peut-être pas lui, bon peu importe. Mais toujours est-il que c'est une équipe qu'on avait l'habitude de voir, comme tu dis, avec Rinaldi ou qu'on avait l'habitude de voir devant. C'était un guidon qui était prisé. Les gars de chez Barney bossent super bien. En plus de mémoire, ils font partie de ceux aussi qui faisaient tourner à un moment Pirot en championnat italien, donc ils savent de quoi ils parlent. Et là, il a une bonne moto et il est pas devant. Donc ouais, je pense que malheureusement pour Rabat, la baisse est dite. Ouais, tu avais une autre déception dont tu voulais parler? Ouais, dans les déceptions, moi j'ai noté BMW. Ouais. Même si Vandenmark finit bien la saison, j'ai trouvé ça dommage parce qu'ils avaient annoncé beaucoup de choses par rapport à leur nouvelle moto. Et on sent qu'elle manque un peu de développement, mais je m'attendais quand même à les voir un peu plus devant. Et là, il y avait vraiment un gros écart. Le départ de Sykes, bon. Pourquoi le faire partir, je comprends pas trop, parce qu'au début de la saison, c'est vraiment lui qui met la BM devant. Il sort quand même d'épaule. On le voit quand même souvent, parce que bon, c'est son exercice fétiche, hein, mais on le voit quand même souvent devant en super pole. Donc, il a dû se passer quelque chose chez BMW, hein, mais bon, je comprends pas trop la façon de le faire partir. C'est quand même un ancien champion du monde, donc c'est dommage. Mais j'espère que ça va évoluer l'année prochaine, d'autant que du coup, Loris Baz revient. Il a un appui BM dans l'équipe satellite là, chez Bonovo. Donc espérons que la moto évolue dans le bon sens et qu'on le voit devant aussi. Ouais, j'espère, hein, parce que c'est un point que j'avais noté dans les surprises plus tôt, hein, parce que ça pige où il est 15e au général avec 5 courses. Il marque autant de points que des pilotes comme justement Rabat, Nozane que 9 points devant Baz. Et ils ont fait plus de 30 courses tous les deux, quoi, que ce soit Rabat et Nozane. Donc il y a pas photo sur ce qu'a pu prouver Baz sur le peu de courses où il a pu être aligné, quoi. C'est un pilote qui a encore énormément de vitesse, qui connaît bien la catégorie, qui sait bien piloter ce type de moto. Après on va voir ce que ça va donner chez BM, quoi. J'espère que ça va coller, parce que ouais. Qu'ils nous fassent pas la même que BM nous fasse pas la même salade qu'il y a eu quand il était chez LTA, parce que là c'était c'est un mec en plus qui a l'habitude de galérer, mine de rien, et au vu de ce qu'il montre en vitesse, c'est juste faut qu'il ait enfin une moto pour montrer que il peut être devant. On l'a vu sur ses piges. Donc du coup moi je m'attendais à ce qu'il récupère le guidon chez Barney à l'origine. Bon, au final ce sera BM. Feu. Ouais. Ouais, on verra ce que ça va donner, quoi. Mais moi, je l'attendais plus chez Ducati, ouais, comme toi, comme tu dis, parce qu'il était en appui chez Ducati l'année dernière. De toute façon, chez Kawa, la porte est définitivement fermée, je pense. Là, ça risque d'être compliqué. Mais tu vois, chez Yamaha, ça aurait pu le faire, quoi. Ça aurait pu être cool. Parce que ça va être compliqué, quoi. Après, pour rester chez Ducati, ça c'était une remarque de Pierre. Rinaldi justement a pas su se mettre au niveau d'un officiel, hein, même si moi je trouve que c'est plutôt honorable, hein, parce que il est 5e au général derrière Locatelli, pas très loin, il a 9 points. Donc en gros, il se bat avec les pilotes, avec les deuxièmes pilotes, et il est pas ridicule, quoi, je trouve. Ouais, tu vois, moi je rejoignais Pierre là-dessus. Je m'attendais à le voir plus devant, eu égard en fait à ce qu'il avait montré chez Barney. Ouais. En fait, c'est juste ça. En fait, je m'attendais à le voir vraiment, tu vois, une bagarre à 4. Vraiment les deux officiels du 4-2. Ouais, je le voyais vraiment venir dynamiter un peu déjà son équipe, et puis être vraiment plus la valeur d'ajustement devant. Ça n'a pas été le cas. Alors peut-être le nouveau matériel, peut-être la nouvelle équipe, mais bon après. Attention, il est encore jeune. Je pensais pareil de Toprak. Finalement, l'année d'après, il est champion du monde. Je lui souhaite la même chose. J'aimerais bien que Ducati gagne enfin avec la Panigale.
Je crois que c'est la seule Ducati de l'histoire qui n'a pas gagné le Superbike. C'est horrible pour eux. Ce serait bien qu'ils gagnent quand même maintenant. Parce que la V2 ne l'a pas gagné. Bon, elle a toujours le même nom, donc espérons que le V4 le gagne quand même. Ouais, en surprise, en dernière surprise, moi j'avais noté Locatelli, qui est le premier des autres, entre guillemets, hors les trois pilotes qui ont trusté les podiums. Je trouve que c'est bien parce que ça fait quand même un pilote qui vient du Super Sport 600. Jusque-là, il y en avait beaucoup qui s'étaient pété les dents, qui avaient fait des saisons vraiment pas très bonnes, quoi. Je pense notamment à Cortese, qui avait vraiment, il y a beaucoup de pilotes qui avaient été très très performants en 600, qui montent en 1000 et qui n'arrivaient pas à confirmer. Et quand on disait pas confirmer, c'était difficilement accrocher les top 10. Et là, Locatelli, il a fait une belle saison. Et ça va être intéressant de voir, quoi. Moi, j'en venais à penser que les mecs montaient parce qu'ils gagnaient avec la Bardal, et puis c'est tout, quoi. Qu'en gros, c'était la moto qui faisait gagner. Bon, lui, il a bien fait mentir tout ça. Et effectivement, un rookie qui monte, superbe saison de Locatelli à suivre la saison prochaine aussi. Donc c'est vraiment intéressant. Une dernière remarque, effectivement, puisqu'il a salué la saison de rookie de Mayas, qui a eu pas mal de blessures et pas mal de pépins. Il a montré qu'il avait la vitesse quand même pour être dans la catégorie. Donc, j'espère que la deuxième saison va mieux se passer avec moins de pépins. Et de toute façon, on va continuer à suivre ses perfs. Et puis c'est un pilote qui est super attachant, quoi. Il est génial, ce pilote. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est un bagarreur. Bon, beaucoup de pilotes français qui galèrent, mais il est monstrueux. Il est enfin en 1000. Et ce qui est bien, c'est que son team lui renouvelle la confiance. C'est-à-dire que même s'il a eu une sale saison, ils ont non, pas de problème. On signe pour l'année prochaine. Il sera là. Et voilà. Donc je sais qu'il a déjà mis sur son Instagram des photos des entraînements. Il est toujours, ça y est, il va être au taquet. Donc vivement la saison prochaine. On va passer au MotoGP. Allez. Avec les 5 premiers au championnat, avec Johan Zarco, 5e avec 173 points, 4e Jack Miller avec 181 points, 3e Johan Mir avec 208, Francesco Bagnaia 2e avec 252 points et Fabio Quartararo, champion du monde, avec 278 points. Les différents vainqueurs durant cette saison, donc Oliveira, Binder, donc tous les deux sur KTM en ont gagné une, ainsi que Viñales et Jorge Martin. Miller en a gagné 2, Marc Marquez en a gagné 3, Bagnaia en a gagné 4 et Quartararo en a gagné 5. Le rookie de l'année, c'est le pilote Pramac Jorge Martin avec 111 points, 9e au général. Et Olivier, je vais te laisser démarrer puisque tu n'as pas beaucoup parlé jusque-là. On va commencer par les points forts, évidemment, et évidemment de parler de Fabio Quartararo. Ça alors, on l'a mis dans les points forts et pas dans les déceptions, c'est étonnant. Étonnant. Hein. Donc oui, Fabio champion du monde, une saison complètement pleine, où il a réussi à se placer quand il n'était pas sur le podium, où il a limité la casse quand il fallait limiter la casse, où il a gagné les courses quand il fallait les gagner. Il y a chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste. Paul, tu veux rajouter quelque chose? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il nous a fait rêver, cet homme-là. On va voir, de toute façon, on va avoir du temps pour y revenir sur tous les points avec la Yamaha, mais moi, il m'a épaté. Il avait dit pendant l'intersaison qu'il avait bossé sur son mental, mais là, c'était clairement pas le même pilote. C'est level largement au-dessus de ce qu'il a montré. Même sur le mouillé. Il a montré qu'il avait évolué quand il fallait aller chercher les points, même s'il pouvait pas attraper la victoire, il prenait les gros points, il a bien travaillé quand il fallait dépasser. Moi, c'est ce qui m'avait choqué cette année. Voilà, il y a plus cette hésitation. Il faut dépasser, je suis le patron, c'est moi, je passe. Ouais. Alors des fois, ça touche un peu le carénage, etc. Mais c'était agressif sans trop l'être. Il reste plus propre que Johan Mir, voilà. De toute façon. C'est pas difficile d'être plus propre que Mir. Mais... C'est ça. Mais ouais. C'est ça. Complètement d'accord. Non, c'est un super champion en plus. Même de le voir dans son attitude, la façon dont il a de s'exprimer, de le voir à la télé maintenant sur des médias un peu plus généralistes, c'est génial. C'est un beau champion, c'est un bel ambassadeur pour le pays. En plus que ça reste le premier quand même. Donc c'est génial. Génial.
Ouais, c'est une saison. Ouais, tu disais pleine, c'est à peu près ça. Il a largement dominé le début de saison. Je l'ai trouvé un petit peu plus en gestion sur la deuxième partie, mais c'était de toute façon. Enfin, c'est difficile de faire la fine bouche, quoi, quand un pilote amène le premier titre pour un pilote français, quoi. Après, surtout, pardon, je te coupe. Surtout, deuxième partie de saison qu'il gère, mais qu'il a réussi à gérer, alors que la saison d'avant, la deuxième partie de saison a été catastrophique, avec un grand C. Et là, mentalement, pour réussir à gérer, tout en ayant le petit souvenir que la saison d'avant, on s'est éclaté au sol, mentalement, ouais, le travail a payé, effectivement. Après, il est passé en officiel, hein, donc forcément, il y avait une pression qui était différente, beaucoup d'espoir. Notamment pour le public français, quoi, même si effectivement il n'y a pas l'exposition on va dire très populaire du sport, mais quand même tous les passionnés de sport moto français étaient derrière lui, quoi. Et il faut se rappeler qu'il y a 2 ans maintenant, aucun Français n'avait gagné de course, et là on a déjà voilà, non mais enfin il a amené l'exposition au sport de la plus belle des façons. Après, on est obligé de parler aussi de Zarco, parce qu'il est 5e au général sur une satellite. C'est-à-dire, c'est le premier pilote satellite du plateau. Et quand on voit le bordel duquel il s'est extirpé, c'est beau. Et puis il fait une très très belle entame de saison. La fin de saison est plus compliquée pour Johan Zarco, mais moi, voir 2 pilotes français dans le top 5 en MotoGP, enfin oui, ça fait très chauvin, mais pour moi, ils ont montré toute l'étendue de leur talent, quoi. Et c'est vraiment cool pour ça, quoi. Moi, je te rejoins sur Zarco, parce que tu vois, j'avais dit, je savais pas si je le mettais en point fort ou en surprise, mais honnêtement, c'est pareil, je m'attendais pas à ce niveau-là. Quand tu vois les premières courses de la saison, ils sont 1 et 2 au championnat, c'est merveilleux, et il y a le moment où on y croit quand même, où on se dit, ça peut, peut-être qu'ils vont aller au bout comme ça, et qu'ils vont vraiment se bagarrer. Alors bon, il a eu son syndrome d'éloge, il a eu des petits soucis de santé, mais en plus il rebondit bien sur la fin. C'est ce que Pierre avait souligné dans les podcasts de débrief des précédentes courses, et c'est vrai que moi à un moment ça me décevait un peu, parce que je m'étais dit bon ça aura fait un feu de paille, il aura fait une demi-saison, mais c'est vrai que j'avais complètement occulté sa blessure, et le voir dans une équipe, je pense que c'est une équipe qui lui convient en fait. C'est une équipe familiale, et enfin le voir là, comme tu dis, quand on sait qu'il y a, enfin l'année d'avant il a plus de guidon, quoi. Ouais. L'année d'avant on se demande si c'est pas un talent qui va se perdre et qu'on verra plus jamais sur une grille, et l'année d'après il joue le titre sur les premières courses de la saison. C'est beau, hein, c'est beau. Oh, franchement, super pilote, super saison aussi pour lui. Ouais, moi je l'avais mis dans les surprises, parce que franchement, après son atermoiement en passant par Katoche, il a essayé la Honda aussi. On s'inquiétait un peu pour lui, hein, fin de saison d'avant. Et là, ouais, enfin, c'est quasiment des victoires. Enfin, il a toujours pas gagné, le pauvre, mais ouais, franchement, revenir à ce niveau-là, pour lui. Hein. Ouais, mais revenir à ce niveau-là après être passé par tous ces états, il y a pas beaucoup de pilotes qui sont capables, et il y a pas beaucoup de sportifs au sens large qui sont capables de faire ça. Ouais, donc c'est assez historique en soi, quoi. Enfin, et notable, ouais. Ouais. Moi, on est parti dans tous les sens. Non, on n'est pas parti dans tous les sens, c'est très bien. Je voulais parler aussi de Bagnaia, qui fait quand même une exceptionnelle fin de saison, et très très performant pour sa première année chez les officiels. S'il est à ce niveau-là sur une saison pleine, ça peut faire très très mal, mais la fin de saison de toute l'équipe Ducati a été costaud, hein, puisque Miller a chuté quand même un petit peu moins. Ouais, non, Miller, il a les défauts de ses qualités, quoi. C'est un pilote qui est très engagé, et donc quand tout roule, il en gagne de suite. Et puis le reste du temps, c'est plus irrégulier, quoi. Mais il est quand même 4e au général. Ducati fait quand même 2-4-5. Il y a pas beaucoup d'écuries qui ont réussi à faire ça par le passé, quoi.
Après, il y a eu... Non, mais Ducati domine largement le championnat au sens large du terme. C'est complètement dingue. Ouais. Et Bastianini en fin de saison qui nous sort des courses dont ne sait où. Ouais, moi, Ducati, je l'avais mis dans les points forts, évidemment, au sens large, Bagnaia, évidemment. Mais ouais, Ducati, ils doivent être vraiment verts de rage de pas avoir la victoire finale au championnat pilote, parce que et c'est là aussi où on peut revenir à la performance de Quartararo, du coup, parce qu'il arrive à gagner avec une moto qui est pas la meilleure moto du plateau. Et mais ouais, Ducati, c'est vivement l'année prochaine. Franchement, là, on va se régaler, quoi. Bon, ils me font peur pour les. T'as vu les engins, toi? Ouais. Là, il y a pas d'histoire, parce que si Yamaha, bon, on nous en parlera sûrement dans le prélude de la prochaine saison, mais si Yamaha bosse pas cet hiver, ça risque d'être long. Ouais, c'est clair. Ça risque d'être long. Parce que là, la qualité de Bagnaia, c'est Pierre en a parlé aussi un peu plus loin, mais là, l'équipe Ducati, le gars qu'ils ont signé. Ouais. Ah oui, chapeau là, ça fait. En plus, c'est deux pilotes vraiment jeunes qui sont devant, donc ça nous augure une sacrée période de moto à venir, quoi, pour les prochaines années. Donc ça va être quelque chose, je pense. Ouais, c'est un petit peu aussi ce que je vais pousser avec la remarque qu'avait noté Pierre. Hein. C'est le niveau des rookies au global, avec notamment Martin Marini et Bastianini. C'est quand même des rookies entre guillemets très bonne pioche. Parce que la fin de saison de Bastianini, moi je l'avais noté dans les surprises, hein, mais de toute façon on rejoint, hein, j'avais noté un petit peu plus de choses, donc 2 podiums et 6 top 10, donc 6 top 10, dont 2 podiums sur les 6 dernières courses. Quand on voit dans quelle équipe il est, c'est quand même excellent d'arriver à se positionner à ce niveau-là, hein. C'est assez impressionnant, quoi. Donc on va voir après sur une saison pleine, hein, puisque là il va avoir, il a fait une saison pleine, mais je pense qu'il a eu besoin, comme un petit peu tout le monde, hein, quand t'arrives rookie, de prendre la mesure du matériel, etc., de prendre tes marques. Donc il y a entre guillemets on va dire 5-6 courses où t'as des paillettes dans les yeux. Mais il a vite fait abstraction et il a vite montré que il était peut-être pas ultra performant en qualif, mais en course il savait gérer sa barque, quoi. Ouais. Et ça va être intéressant, quoi. C'est clair. Vous voulez rajouter quelque chose sur Ducati ? Moi, sur Ducati, pas forcément, mais c'était vraiment sur le niveau des rookies, tu vois, ça me posait une autre question, c'était justement, tu vois, on s'ennuie en regardant le Moto 2 la plupart du temps, mais visiblement, ça prépare quand même bien les mecs à monter, parce que les gars qui montent, jusqu'à présent, ils envoient le pâté à chaque fois. Donc moi, ça m'aurait épaté cette saison-là aussi. Ouais, comme tu dis, Bastianini, une moto de vieille de 2 ans, il fait ça. Je crois que l'année prochaine, il a une N-1 de mémoire. Je crois que c'est ça. Ouais, il sera mieux équipé. Je crois que c'est Marini qui a une moto de l'année et Bastianini une N-1. Quand on voit ce qu'a fait la moto de cette année, effectivement, ça va être sympa à regarder aussi. C'est intéressant. Hein. Pierre avait aussi noté le fair play entre Bagnaia et Quartararo, donc malgré la course pour le titre, et ça c'était un point qui était intéressant parce que tu sentais qu'il y avait de la compétition, mais aussi énormément de respect. Il n'y a jamais eu d'accrochage au sens rugueux. Rugueux. En course, ça a toujours été hyper propre. Ouais. Après, il y a toujours eu la domination de l'un ou de l'autre. Moi, j'ai pas noté vraiment de bagarre. Non, il y a peu de bagarre. Ouais. Enfin, je l'avais déjà dit sur d'autres épisodes, mais c'est un peu le regret qu'on peut avoir sur cette saison. Ouais. Il n'y a pas eu de vraie bagarre en direct entre les deux. Ouais, il n'y a pas eu de mano à mano, quoi. Ouais. Mais ça va peut-être les énerver d'ailleurs, parce que là ils se respectent parce qu'ils ne sont pas bagarrés sur la piste ou à distance, mais peut-être que le jour où ils seront un gros duel des familles, peut-être que là la relation va peut-être changer de nature. Après, tant que ça reste, tu vois, tu peux avoir un petit peu de rugosité dans les dépassements et tout. C'est aussi ça qui fait le sport. Tant que ça reste fair play et que ça reste acceptable, moi je trouve que c'est plutôt sain, quoi, de voir ça. Et moi j'ai
je rejoins Pierre là-dessus, dans le sens où j'ai trouvé que la fin de saison était bonne de ce point de vue-là, quoi. J'ai bien aimé. Après, les deux pilotes sont plutôt jeunes, bon esprit pour les deux, donc c'est cool, quoi. Ouais. Tu vois, typiquement, c'est quand t'avais Marquez 1 et Dovi 2, c'est pas toujours. Tu sentais qu'il y avait du respect, mais pas nécessairement de la franche camaraderie. Là, je vais pas non plus. Enfin, tu vas pas aller jusqu'à la camaraderie entre Bagnaia et Quartararo, mais c'était un peu plus chaleureux, j'ai trouvé. Ouais. C'était après, voilà. Il y a aussi un petit peu d'affichage, mais voilà. Enfin, c'était quand même assez sympa, quoi. Après, Pierre a aussi noté évidemment le retour de Dovi. Ça, c'était plus pour le voir rouler que pour les perfs. Et puis évidemment on va parler du retour de Marquez, donc qui a été un petit peu en pointillé parce qu'il y a eu des courses de fin de saison qu'il a loupé suite à un autre problème de santé, mais c'est un point que j'avais noté aussi, quand même le retour de Marquez avec 3 victoires sur la saison, sur des circuits qu'il affectionne particulièrement, notamment le Kota et l'Allemagne. Mais c'était pas évident, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On a surtout pensé que c'était. Moi, à un moment, je me suis demandé si c'était pas la fin de sa carrière. Ouais. Douane a arrêté sur une énorme blessure. Lui, il tombait beaucoup. On avait dit pendant des années, à un moment, ça va finir par s'arrêter, il va se faire très mal. Ça a été le cas. Il en gagne quand même un sur des circuits qui tournent à droite, donc ça faisait plaisir. Mais tu vois, la peur qu'on a eue encore quand il s'est reblessé derrière, etc. J'espère qu'il va revenir en pleine forme, parce que c'est quand même un super pilote. Moi, j'étais grand fan de Rossi. Au début, j'accrochais pas du tout, jusqu'à ce que tu comprennes que le mec, c'est quand même un extraterrestre. Donc, quand il va revenir à son meilleur niveau, en espérant avec une moto adaptée à tous les pilotes Honda et à lui également, s'il peut venir faire une bagarre à 3 devant, ça peut être très sympa. Hein. Ouais. Ça peut être très sympa. Olivier, qu'est-ce qu'on dit de Marquez? Je suis d'accord sur l'espoir. Après, moi j'ai peur que ça le fasse pas, parce que le niveau est tel devant. Alors l'année prochaine, c'est une nouvelle saison, il peut se passer beaucoup de choses. Mais moi, c'est vrai qu'on n'y croyait pas à sa victoire, même en Allemagne. Hein. Il l'a fait, c'est quand même dingue. Son retour est dingue, on est d'accord. Après, qu'il ait encore le niveau pour jouer le championnat, j'en doute fortement. Oh la vache. Pourtant, non, ça me fait mal de le dire parce que je suis un grand fan de Marquez, mais ouais, ça m'étonne de toi. L'avenir nous le dira. Peut-être qu'il peut encore faire un Phoenix à la Zarco, mais 10 fois plus. Mais non, je trouve que c'est mentalement, j'ai l'impression qu'il a été beaucoup affecté par cette blessure. Là, sa blessure en entraînement, elle fait aussi très très mal, aussi bien au corps que dans la tête. Ouais, on anticipe un peu l'épisode de pré-saison, mais évidemment, c'est la transition de toute façon. Ouais, mais j'ai peur que ça le fasse pas, quoi. Mais c'est vraiment peur, quoi, dans le sens, ça me fait chier. Ouais, bah ouais. Bref. Pour te rattraper, je te laisse ouvrir sur les déceptions, tiens. Ça va te remonter le moral. Alors, on va se marrer. Alors, dans les déceptions, mais c'est marrant parce que vous l'avez mis aussi dans les bonnes surprises, Vinales. Hein oui, mais en fait. Surprise. Ah, non, mais c'est vrai en plus. Et c'est rigolo parce que moi, en me remémorant la saison, je dis putain, c'est vrai, le caractère de cochon de Vinales. Qui fout tout par terre alors que c'est un pilote ultra talentueux chez Yamaha. Qu'est-ce qu'il fout? Enfin, on s'est tous posé la question. Il tape du rupteur. Voilà, what the fuck. Et puis pour faire la transition avec les surprises les surprises de Paul, c'est vrai que il passe chez Aprilia, on s'y attendait pas et il a l'air bien dans cette écurie. Cette structure. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis, Paul? C'est ça en fait. Je comprends. C'est vrai que j'avais zappé la partie rupteur, mais en fait la surprise c'était son départ de chez Yamaha, mais son arrivée chez Aprilia, tout lié en fait. Je me dis c'est tout, il va prendre son chèque, il va aller s'enterrer là-bas et puis ça va être terminé. Et finalement, il fait du résultat. Donc est-ce qu'il a c'est évidemment un très bon pilote. Donc est-ce qu'il va réussir à faire développer l'Aprilia dans le bon sens? De toute façon, Aprilia fait une bonne saison.
Donc voilà, impressionné en fait qu'il ait pu aussi rapidement se réadapter à une nouvelle machine et montrer déjà de meilleurs résultats que ce qu'il montrait avec la Yamaha juste avant, quoi. Ouais. Ah, tu le trouves meilleur sur l'italienne que sur la japonaise? Bah, c'est-à-dire qu'entre finir dernier et puis finir dans le top 10, dernier, ouais. C'est vrai qu'il a fait de la merde. je suis désolé. C'est vrai que c'était dur. Hein. C'était vraiment dur. Hein, après, honnêtement, je pense quand même parce que bah voilà, le gars il claque du rupteur, tu sais que t'as l'électronique qui permet de tout voir. Et ok, t'es fâché, d'accord, mais t'es quand même payé pour être parmi les 20 meilleurs pilotes du monde à piloter les meilleures motos du monde. Ouais, si elles marchent pas, tu te mets pas à dos une des meilleures écuries du plateau en plus. Voilà, puis quand tu vois ce que ton équipier fait avec la même machine. Mais ça a dû l'énerver. C'est bien que voilà, t'es sur une moto qui gagne pas, je comprends. T'as du mal sur une moto, on va aborder ça après, mais t'es sur une KTM par exemple, ça gagne pas, t'as du mal, c'est machin, tu vois que tout le monde galère, je comprends que tu sois vénère. Mais là, ton équipier, lui, il est en train de mener le championnat avec la même machine, c'est inadmissible d'avoir une moto devant et l'autre derrière. Enfin, une moto première et l'autre dernière. C'est marrant, moi j'aurais pensé exactement l'inverse, c'est-à-dire que t'es pas vénère parce que tu vois que tous les autres galèrent comme toi, comme chez KTM, mais par contre t'es vénère que le petit rookie entre guillemets qui arrive, il gagne des courses et que toi t'y arrives toujours pas. Donc tu vois, on peut le mettre dans les deux sens. Tu peux pas en vouloir à ta moto, tu vois, c'est dans ça que tu t'en veux pas à ta moto, à ton écurie. À un moment, tu te dis, c'est bien qu'il y a peut-être quelque chose la valeur d'ajustement, elle est peut-être pas sur la technique, enfin sur la mécanique en elle-même, justement. Oui. Ah, c'est ça qui est intéressant, c'est que Quartararo, il a réussi quand même à lui mettre la tête dans le sac assez vite, justement à semer le doute. Non, parce que de toute façon, Vignales, il a douté dès sa 4e course avec Yamaha, quoi. Donc c'est voilà. Enfin, après Quartararo, lui, il a fait sa saison, quoi. C'est ça qui est marrant. Il avait à faire, ouais. Et c'est ça qui est d'autant plus beau, c'est qu'il a même réussi à faire l'impasse sur une potentielle bagarre avec son coéquipier, quoi. C'est ça, ouais. Où il a même pas été pollué par le mauvais esprit de Vignales. C'est d'autant plus dingue. Ouais, c'était la saison de Vignales, c'est quand même très, comme toutes les saisons de Vignales quasiment, hein. C'est un coup ça va pas, ça va mieux, ça va moins bien, la moto ça va pas, enfin ça a toujours été, ces dernières saisons c'est du courant alternatif. Puis là voilà, c'est un fusible qui a pété, quoi, puis voilà. Enfin, ouais. Après on verra ce que ça va donner chez Aprilia, hein. Après je trouve que c'est un pilote ouais, champion du monde des journées d'essai, quoi. Et puis c'est un pilote, voilà, sur Yamaha, il arrivait toujours à faire des trucs aux journées d'essai. Enfin, tu l'as dit, le mec le dimanche il est 17e, le lundi ils font une journée d'essai, il est 3e temps. Tu dis mais qu'est-ce que t'as fait, quoi? C'est pas possible. Enfin, c'est pas le même mec, quoi. Et bon, après c'est comme ça, il y a peut-être des choses qu'on sait pas, ou il y a certainement des choses qu'on sait pas, mais pour moi c'est une énigme, et puis voilà, quoi, puis j'ai arrêté de me poser des questions, quoi. Mais non, mais tu vois, c'est beaucoup plus intéressant de voir tu vois, je suis beaucoup plus intéressé, pourquoi est-ce que Miller t'a déçu, tu vois, parce que je comprends ta déception sur Vignales mais pas sur Miller. Ah oui, ouais. Dans le sens où toi tu savais qu'il allait pas. Ah bah oui, je peux pas être déçu de Vignales. Oui, non mais c'est pas faux. C'est pas faux, ouais. Miller, belle transition, bravo Cyril. Mais ouais, Miller, il m'a déçu dans le sens, après je suis pas un Ducatista de dingue, mais c'est quand même un type, un pilote, tu t'attends à ce qu'il performe et qu'il se batte au moins pour le podium, ce qu'il a fait en toute dernière partie de saison, mais il est pas assez régulier, quoi. Et à ce niveau-là, ça fait mal. Ça fait mal, et tu te dis, mais pour être champion du monde, c'est horrible. J'allais dire, il sera jamais champion du monde, mais j'espère que pour lui, oui. Mais là, il montre jusque-là, c'est pas évident. Bah, pour être champion du monde, il va falloir un putain de reset, hein. Parce que va falloir qu'il garde sa vitesse et qu'il chute moins.
Et à mon avis, s'il est aussi rapide, c'est qu'il prend beaucoup de risques et il va continuer de chuter beaucoup, donc il sera jamais champion du monde. Moi, c'est clair. Ouais, moi, je vous rejoins, tu vois. Puis en fait, ça m'a même pas déçu parce que moi, personnellement, je le voyais pas calibre champion, en fait. Donc, il est pris. Pour moi, c'est un pilote qui fait des bons coups d'éclat, qui peut faire un très bon équipier, mais je le vois pas aller mener un championnat et gagner le championnat. Après, moi, je le vois mener un championnat. Typiquement, ça m'étonnerait. Enfin, il est quand même rapide, hein, et pour peu qu'il réussisse à se calmer un petit peu sur certaines choses. Enfin, sa fin de saison, elle est quand même très très bonne, quoi. Il est tout le temps dans la roue de Bagnaia. Enfin, il est très performant, très rapide. Il chute beaucoup moins, mais moi, j'ai toujours peur qu'il soit un petit peu friable. Là où, si tu veux, Bagnaia, il a c'est un peu pareil, quoi. Il a fait un début de saison un petit peu plus compliqué que Quartararo, mais la fin de saison, il a craqué quand même parce qu'il a chuté. Enfin, c'est aussi ça qui le met dedans. Mais sinon, j'ai trouvé qu'il était présent quand il fallait être présent. Et Miller, mais ça m'empêche pas d'aimer beaucoup son style, quoi. Ouais. Ah oui, j'adore aussi. Hein. J'adore aussi. Je te rejoins complètement sur ce que tu dis. Tous les deux, d'ailleurs, je rejoins tous les deux dessus. Mais tu vois, à l'inverse de certains pilotes qui je pense peuvent évoluer. Je pense que Miller, ça fait trop longtemps maintenant qu'il est là pour aller récupérer ce petit gap par rapport à la génération qui monte, à comparer avec ceux qu'on voit déjà, hein, Bagnaia, Quarta qui sont devant, Martin qui arrive pour enchaîner et transiter vers KTM, mais Oliveira, Bastianini qui va récupérer une bonne machine, Oliveira, Binder qui s'ils ont une machine qui est enfin au niveau de ses pilotes, peuvent aussi aller jouer devant. Tu vois, ça commence à faire du monde en concurrence. Donc éventuellement un retour de Marquez, si Suzuki remet des chevaux dans la moto et trouve un pilote qui tombe moins, ça peut aussi faire des mecs devant, et ça je pense que Miller aura du mal à aller se hisser au-dessus de toute cette meute-là, en fait. Ça reste pour moi un très bon équipier, un gars capable de gagner des courses, capable effectivement d'appuyer son équipier. Mais aller gagner sur l'ensemble de la saison, je pense pas. C'est fou qu'on l'ait vu aussi vite, ce que tu dis, et je trouve qu'il est très juste. Le fait que ça soit un bon coéquipier, c'est ouf qu'on l'ait vu aussi vite cette saison avec Ducat, quoi. Enfin, je trouve, quand tu vois Bagnaia arriver, tu te dis c'est quand même Miller qui va être le taulier, quoi. Et en fait, non. Merde. C'est là que tu vois la différence aussi de fonctionnement d'un Miller et d'un Viñales. C'est-à-dire que Miller, il fait un début de saison moyen dans le sens où il gagne 2 courses, mais il va beaucoup chuter. Et au bout d'un moment, il a tout de suite compris que sa fin de saison, elle va être dédiée à aider Bagnaia pour le titre. Alors que Viñales, il est exactement dans la même position et lui, il se met dans une optique totalement différente. Et Miller, pour moi, ça va être le révélateur, il va être maintenant. C'est-à-dire que effectivement, c'est certainement l'une de ses dernières cartes, comme aussi d'autres pilotes, quoi. Mais il est dans une très très bonne position et il va falloir qu'il s'accroche derrière Bagnaia ou devant. Mais s'il lâche, s'il fait la même saison l'année prochaine, c'est-à-dire que il fait un début de saison entre guillemets moyen, avec beaucoup de chutes. Ça risque de pousser tellement fort derrière que va falloir, enfin que Ducati va falloir qu'il fasse quelque chose. Et ça serait dommage. Mais j'espère. Moi, j'ai vraiment envie que Miller et Bagnaia, tu vois, soient au coude à coude. Avec l'image de ce qu'on a vu sur la fin. Ouais. Avec du Marquez et puis du Quartararo dans le tas, quoi. Et puis Zarco aussi. Et puis voilà. Enfin, 6 bonhommes. Et puis voilà. Et puis, comme ça, on est content. Déception. Paul, tu voulais parler de KTM.
Ah, KTM, effectivement. Oui, déçu de KTM parce que ça va être très court, mais déçu de KTM parce que quand on voit la saison qu'ils font l'an dernier avec Oliveira et Binder, je m'attendais vraiment à autre chose cette année. Là, c'est toutes les KTM qui sont décevantes, pas seulement les officiels, même s'ils ont gagné chacun une course. Tech 3 qu'on a l'habitude de voir faire des coups d'éclat, malheureusement on n'a pas pu rivaliser. En plus, l'annonce du licenciement de Petrucci et Lequena qui arrive juste avant une course. Enfin, c'est niveau, c'est du KTM, niveau gestion de. Ouais, voilà, niveau gestion d'équipe, vous apprenez jamais rien, les mecs, c'est hallucinant, quoi. Prenez des cours de management, bordel. Voilà, je suis en plein dedans, t'as raison. Non, mais sans déconner, tu vois, c'est ce qu'on avait, on l'avait dit de toute façon au moment du week-end de course, mais ça ne se fait pas. Et donc, du coup, ouais, vraiment déçu. Maintenant, hâte de voir ce que ça va donner, parce que pour le coup, alors Lequena je connaissais moins, mais les trois autres pilotes j'aimais bien, et j'aime beaucoup les styles d'Oliveira et Binder, donc j'espère les revoir devant. C'est juste ça. Ouais, pour compléter sur KTM, moi j'avais noté quand même un début de saison mauvais pour tout le monde. Alors ça surprend un poil pour les officiels avant l'été, donc Binder va terminer la saison quand même en attrapant des top 10, mais pas Oliveira, et c'est là où je suis un petit peu déçu, parce que Oliveira, j'avais vraiment envie de le voir mieux. Et là, c'est dommage, hein, parce que sur la fin de saison, on le voit vraiment pas. Bon, après, il a une mauvaise chute et ça a été compliqué de se remettre dans le bain, quoi. Mais ouais, enfin. Après, c'est ce que j'avais dit aussi en début de saison, c'est-à-dire que c'était la première saison de KTM sans développement au fil de la saison, donc c'est très très compliqué. C'est quelque chose de neuf, bah voilà, ça a été difficile, quoi. Ouais, ils font quand même des belles choses, hein. Binder, il est 6e au général, donc c'est pas une catastrophe non plus, mais c'est pas top. Enfin, c'est non, mais qui est bien, mais pas top. Non, c'est pas bien. Non, mais je dirais pas que c'est bien, quoi, parce que la saison, mine de rien, je pense qu'elle a été longue, notamment chez Tech 3. Et ça reste, ça a été très compliqué quasiment toute l'année pour l'écurie française, parce que Petrucci, je pense que tout le monde l'aime, hein, sur le plateau. C'est un mec qui est adorable, mais c'est difficile à mon avis de s'aligner tous les week-ends en se disant putain, entre 15 et 20, on va faire quoi. Ouais. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon, enfin voilà, quoi. Enfin, KTM, bon, c'est aussi l'un des derniers arrivés dans la catégorie. Ils ont des jeunes pilotes. Ils doivent avancer. On verra, quoi. Après, il faut qu'ils apprennent à bosser sans concession pour avancer aussi, hein. Donc ça, c'est... Ouais, totalement. On voit que ça vient vraiment été. C'est sûr que ça allait être dur, hein, mais là, tu vois, c'est. Ouais, comme t'as dit, hein, c'est pas catastrophique, effectivement, Winter 6, voilà, mais c'est juste que, vu ce qu'ils avaient montré la saison d'avant, forcément, on attendait plus. C'est pour ça, tu vois, on s'attendait pas à un tel revirement. La saison 2020, pour moi, elle est tellement particulière sur tellement de points, notamment l'absence de Marquez, le fait que ça court 2 fois de suite sur chaque circuit. Et d'ailleurs, je crois que c'est sur les deuxièmes courses des circuits, ouais. Des courses, les deuxièmes courses où ils en avaient doublette que KTM performe en 2020. Ouais. C'est ça. C'était ça. Ouais. Un coup ça marchait pas, le coup d'après ça marchait. Ouais. Après, là où ils ont fait à mon avis une bonne OP, c'est de récupérer un pilote comme Pedrosa, ça doit beaucoup les aider. Mais faut qu'il... Après, ça, c'est pareil, on empiète sur 2022, mais la doublette qui va arriver chez Tech 3, à mon avis, ça va être quelque chose. Après, ça va être à eux de les mettre dans des bonnes conditions, ce qui est de toute façon jamais évident quand on parle de l'écurie autrichienne. Mais ils seront dans de meilleures dispositions, à mon avis. Oui, et puis on peut compter sur Fernandez pour bien se préparer la saison et puis mettre une bonne ambiance tout de suite. Direct. Attends, le mec il arrive chez KTM, direct, bim, 2-3 taquets, 2-3 coups de casque. Montrer que c'est le patron, quoi. Non, mais c'est ce qu'il faut, Hein.
Il va prendre aussi 2-3 canettes de Red Bull dans la gueule, ça. Ça va le calmer. On va faire une grosse parenthèse Honda. Et je te laisse démarrer, Paul, sur Paul. Oh, moi, je suis tellement... Je m'y attendais tellement cette saison. Quand il l'a annoncé au début de saison, j'y ai vraiment cru. Hein. Donc, il jouait le titre cette saison. Mais va-t'en de là. C'est d'une tristesse. Mais comment on peut dire ça? Mais pourquoi pas? Voilà, non. Oui, si on veut, pourquoi pas. Non, franchement, déçu parce que il l'a annoncé, voilà, c'est tout. Mais surtout déçu de ce qu'il a montré. Alors, ok, il fait un podium. Ça, c'était la surprise. C'est peut-être même le top du top de la surprise de l'année. Mais voilà, ouais, déçu parce que je m'attendais quand même à autre chose. Alors c'était pas du Lorenzo, mais pas loin. Et ouais, puis malheureusement pour Honda, hein, le deuxième Marquez cette fois-ci fait pas autant de coups d'éclat que que l'an dernier. Ouais. Et Nakagami, ça a été compliqué pour lui aussi malheureusement. Ouais. Donc voilà, la déception de l'ensemble de la saison. Il paraît que la prochaine moto est vraiment différente vers l'année prochaine. Ah ouais. Putain. Qu'est-ce que tu veux dire? De toute façon, c'est Honda. Hein, s'ils n'ont pas Marquez, de toute façon, ils ont développé pendant des années la moto pour lui. Ça s'est encore vu cette année. Espérons qu'ils aient fait plus. Maintenant, Paul Espargaro. De toute façon, chaque fois qu'il tombe, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Quand ça va pas, c'est la faute de quelqu'un d'autre. À un moment, voilà quoi. C'est le roi pour mettre des tirs un peu à tout le monde sur les réseaux sociaux, mais dès qu'il est sur la piste, c'est pas quelqu'un que j'apprécie. Il est de la même famille que Vinales, en fait. Alors, ce serait bien qu'il soit coéquipier. Il finit derrière Vinales au championnat, quand même, hein, Espargaro. Ouais. Ça peut compter comme une performance cette année. Non, j'espère que, pour conclure sur Honda, mais pour faire une autre transition, et on va peut-être revenir sur Honda après, mais je voulais rapidement parler de Yamaha tout à l'heure et le fait que pour le coup Yamaha ils ont un seul pilote aussi. Ouais. Il y a un gros enjeu là parce que Quarta est bon avec la Yam, mais s'il y a personne derrière pour prendre le relais au cas où, ils vont se retrouver dans la même situation qu'on a aujourd'hui et il va falloir qu'ils soient vigilants là-dessus. Ah de toute façon voilà, Quartararo c'est le tapis qui cache la poussière hein. Enfin, faut pas se leurrer non plus, quoi. Enfin, quand tu regardes, Vignales a rien fait de la saison. Morbidelli s'est blessé et il est toujours pas. Enfin, quand il est revenu en fin de saison dans l'équipe officielle, il a pas été vraiment. Enfin, pour moi, il a pas été au niveau. Et puis après, quand tu regardes ce qui s'est passé au SRT, enfin, c'est du sketch, quoi. C'est du sketch, non, parce que Rossi, c'est là où je comprends pas. Il y a plein de choses que je comprends pas, mais Rossi cette année c'était la dernière année, ok, mais c'était catastrophique. Après, Crutchlow, on a vu tout le monde sur une Yam. Putain, c'était le pompon, quoi. Le mec, il faisait un tour le jeudi et celui qui attrapait le pompon, il allait au SRT, quoi. Tu peux pas fonctionner comme ça. Tu ne peux pas fonctionner comme ça. Enfin bon, après, ils ont compris qu'ils avaient pas de réservoir de pilote, que quand t'as pas de réservoir de pilote, tu fais de la merde. Et quand t'as un pilote, ok, ils avaient Quartararo, mais quand t'as un pilote qui a 41 ans, quand t'as un autre qui est en train de te péter dans les doigts, qui te pète un fusible en cours de saison, et que t'as que 4 motos à faire rouler, et que t'as personne derrière, et voilà, tu passes pour un charlot, et ils sont passés pour des charlots sur les motos 2, 3, 4, quoi. Ouais, et la deuxième Yamaha, c'est Morbi 17ème. Ah ouais, au championnat. C'est loin. Putain, 17ème, quoi. Ouais, c'est loin. Et le mec, il a été absent 8 courses, quoi. Enfin, c'est pas possible. Morbi 17, Rossi 18. Ouais, oui. De toute façon, faut pas se leurrer, hein. C'est bien pour ça. Je pense aussi que Quarta a pas encore signé pour les prochaines saisons parce qu'il attend de voir ce que va donner sa moto de l'année prochaine. Je suis entièrement d'accord. Hein. Là, c'est ce qu'on disait juste avant. Hein. S'il ne se bouge pas pour l'intersaison, la saison prochaine risque d'être très très longue. Qu'est-ce que tu veux te bouger? La moto est championne du monde.
Oui, mais tu vois, c'est ça le problème. C'est ce que Honda se disait. Ouais. Bah ouais. Voilà, c'est ça. C'est exactement le cas de figure Honda. Et ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont... quand t'as pas l'exemple sous les yeux, je comprends que tu te fasses avoir. Mais quand t'as l'exemple sous les yeux de quelque chose qui fonctionne pas ailleurs, tu te rends bien compte quand t'es dans des usines comme ça que tu es en train de faire pareil. Enfin, je sais pas. Là, l'armée rouge en face, eux, ils blaguent pas, quoi. Il y aura 8 motos la saison prochaine. Ils ont bossé, ils continuent de bosser parce que c'est toujours Ducati qui amène les principales innovations. Enfin, à un moment, t'as de la fierté là-dedans aussi qui rentre en jeu, donc je pense que tu peux pas te permettre d'être toujours derrière. Après, et Ducati, ils le veulent. Ils veulent le titre principal, ils auront déjà pris le titre constructeur. Ça va être dur. Ça va être dur. Après, pour Yamaha, on peut comprendre qu'ils se soient concentrés sur Quarta cette saison en particulier. Ils ont joué un peu de malchance avec Morbi. Bien sûr. Pourquoi pas sur une saison. On va voir ce que ça va donner dans les prochains mois, mais les 6 premiers mois vont être déterminants à la fois pour Honda et pour Yamaha. Enfin, il y a une. Enfin, après déjà l'intersaison, est-ce que ça a bossé ou pas? Ça, on le saura assez vite. Et puis voilà, on empiète largement sur la suite, quoi. Mais là, le point de départ, c'était Pol Espargaro et Honda. Enfin, ce que note Pierre, donc sur Honda un petit peu plus loin. Enfin, LCR, ça peut pas continuer avec un line-up aussi faible, quoi. Alex Marquez et Nakagami, c'est juste pas bon. Alors après, que ce soit un problème de moto, peut-être, mais prouvez-le en changeant la moto, quoi. Et montrez-nous que c'est des bons pilotes. Mais là, on voit rien, quoi. On voit rien. Ça se traîne, ok, c'est sur la grille tous les dimanches, mais ça bouffe de l'essence, c'est tout ce que ça fait, quoi. C'est malheureux à dire, ça donne quoi. Plus l'image de pilote ça donne plus l'image de pilote de développement pendant, c'est vrai. Maintenant, c'est là que tu vois les lois, je pense, des contrats, etc. Quand tu parlais de Rossi, je pense que c'est dur de se séparer de la légende, alors que déjà l'an dernier, c'est complexe l'histoire. Là, t'as Marquez qui est le frère du susnommé Marquez également. Là, lui, on sait qu'il avait poussé aussi pour que ce soit lui qui récupère la moto. Mais bon, il y a un moment, je pense qu'il faut taper du poing sur la table. Marquez, il a un père aussi. T'as qu'à lui filer encore une moto. Enfin, non, mais c'est pas possible, quoi. Tu peux pas fonctionner comme ça. C'est ok. Bah, tu peux faire la même sur Marini, quoi. Mais tu peux pas. Je comprends pas des marques où t'en arrives à dire je gaspille une moto parce que c'est le frangin de Marc Marquez, ou parce que il me faut un pilote japonais sur la grille. C'est pour moi, c'est des non-sens qui sont complètement puis t'en arrives à du monopilote, quoi. Et t'en arrives à quand Marquez est pas là, on fait rien. Et puis tu fais ça 6 mois sur la saison 2020 qui a été super courte, et puis la saison 2021, tu remets 10 balles dans le jukebox et puis tu refais la même. Tu vas chercher un Pol Espargaro qui va te dire ouais Kikito, t'inquiète pas, je vais te montrer. Et puis rien ne se passe. Après ils ont vu les mêmes choses avec Lorenzo, hein, mais ça devient une habitude. On parle d'Honda, quoi. C'est. Ouais. Je trouve que c'est. Et puis alors là, avant ils avaient encore le MotoGP, mais alors là, MotoGP Superbike, c'est la cata des deux côtés. Donc va falloir, premier constructeur mondial, ok, va falloir te réveiller. Ouais. Bon, on va arrêter sur Honda. Hein. Bon, les autres YAM, on a fait le tour aussi. On va parler de Suzuki. Qui c'est qui veut parler de Suzuki? Mais qui va tirer sur allez, c'est moi, Rins, c'est mon chouchou. Ouais. Non, mais parce que moi, je l'aime beaucoup, Rins, mais là, il y a beaucoup, beaucoup trop de chutes. Moi, je l'aimais bien, mais là, au bout d'un moment, c'est pareil, c'est comme Miller, faut un reset, quoi. Et un reset encore plus prononcé que Miller, parce que Miller, quand même, il a fait au moins une très belle fin de saison. Et Rins, il a fait du caca du début à la fin. Donc, voilà, c'est plus possible, quoi. Après, ce que j'avais noté, la cerise sur le gâteau, ça reste l'accident de vélo le jeudi. Quand tu commences à taper dans les camions qui sont en train d'installer les pubs sur le côté, je pense que faut savoir ce que tu veux dans la vie, quoi. C'est-à-dire soit tu pilotes, soit tu restes chez toi à regarder les copains, quoi. Non, mais
C'est dommage. C'est dommage parce que Suzuki a été champion du monde avec Mir l'année d'avant. C'est une moto qui tourne, c'est une moto qui est assez homogène, je dirais. Ouais. Après, c'est une volonté peut-être de la marque de n'avoir que 2 motos, hein, mais quand t'as que 2 motos, que t'en files une à une tête de con, et puis que la deuxième, tu files un mec qui collectionne les graviers, bah, c'est soit tout l'un, soit tout l'autre, quoi. Et là, Rins, pour moi, c'est pareil. Il est un peu dans la même. Enfin, il est dans une situation encore plus compliquée que Miller, dans le sens où le siège éjectable, à mon avis, ils ont déjà tiré dessus, quoi. Tu penses qu'ils vont recruter Quartararo aussi ? Aucune idée, mais moi, honnêtement, après, la plus grosse erreur de Suzuki, c'est de ne pas avoir d'écurie satellite, pour moi. Après, il y a certainement un problème de budget derrière, parce qu'ils n'ont pas non plus... Tu vois, ils ont pas des pilotes ultra clinquants, quoi. Mir, il a été champion du monde, mais il était déjà chez eux quand il l'a été. Donc, ils ont pas recruté un champion du monde, donc ils ont pas fait le chèque pour qu'il vienne. Et puis Rins, bon voilà, c'est pas non plus des pilotes que tu recrutes à coups de millions, quoi. Tu vois, tu vas pas chercher un Lorenzo ou un pilote avec plein de zéros, quoi. Et je pense qu'il y a un petit manque de budget, mais je trouve que c'est dommage parce que quand tu ramènes un titre, au bout d'un moment, faut savoir se faire violence. Il faut savoir si tu veux aller chercher un deuxième ou si tu dis bon, non, la cheminée elle est assez belle comme ça, ça suffit, quoi. Moi, je trouve que c'est dommage. Il y a un manque d'ambition, je pense. Ouais, je te rejoignais. Je m'étais fait la même réflexion sur l'équipe satellite. Je pensais qu'ils auraient signé. Comme les rumeurs le disaient aussi, mais je pensais qu'ils auraient réussi à signer avec anciennement Grésini. Parce que là, il y avait l'occasion d'amener les 2 nouvelles machines, donc c'est clairement que c'était pas une volonté de la marque. Donc ouais, c'est dommage. Maintenant, bon, à voir comment ils vont évoluer. Mais regarde, on parle de changement éventuel de pilote, etc. Mais le problème, c'est que quand tu vois la personne qui est signée pour la 4e moto chez le SRT, c'est voilà, quoi. Qui va vouloir de la prochaine Suze officielle? J'espère qu'ils arriveront à tirer du monde et faire une meilleure saison, quoi. Parce que là, c'est vrai que moi, je l'avais mis en déception, Suzuki, malgré le fait que Mir termine bien son année. Hein, Mir, il finit bien, quoi. C'est dur. Ouais, voilà, Mir finit bien, mais... Ouais, finit bien. Voilà, c'est toujours pareil, hein, le mec, en septembre, il dit, tu vas voir, dans 3 courses, c'est un nouveau championnat qui va commencer. Et puis, que dalle. Mais... ouais, c'est Mir, quoi. Qu'il a le même conseiller communication que Paul Espargaro. Dit, Olivier. Pas grand-chose. Ouais, c'est bien. Alors, je suis déçu aussi. Enfin, je suis complètement d'accord avec vous sur le manque d'ambition. Je pense que c'est un peu ça qui manque d'ambition, mais peut-être le manque de moyens aussi. Mais ouais, c'est dommage parce qu'ils ont un potentiel dingue. Bah oui. En plus, ils ont un top pilote essayeur quand même. Bah oui. Dans la personne de Sylvain Guintoli. Mais non, ouais, il va falloir qu'ils prennent vite des bonnes décisions, en fait. Ils commencent à avoir un peu de pression parce que si Mir performe un peu moins et que Rins continue à se bourrer autant, là, ils vont être au niveau... Enfin, tout le monde va oublier qu'ils ont été champions du monde avec Mir, hein, ça va finir comme ça. Ah non, Mir, il va te le rappeler à chaque course. Hein. Ouais. Ça, je te rassure. Pour ça, il est fort. Après, il y a peut-être le fait aussi qu'ils aient perdu Brivio, que le patron d'écurie cumulait plusieurs casquettes en même temps. Apparemment, ça a peut-être gêné aussi au niveau de la gestion de l'équipe. Il y a peut-être ça qui n'a pas été, parce qu'apparemment Brivio faisait quand même beaucoup de boulot au niveau de ses pilotes pour que ça fonctionne. Donc voilà, une succession de choses qui font que à la fin la saison n'est pas bonne, quoi. Ouais, enfin pas bonne. 3e au général, c'est pas tout n'est pas acheté non plus. Puis ils ont des motos qui marchent, ça se voit. Enfin, ils ont gagné en vitesse. Ils ont beaucoup gagné en vitesse par rapport à l'an dernier. Ouais, c'est une moto qui fonctionne. Ouais, il manque la petite étincelle, le truc. Enfin, l'étincelle dans le moteur allié, évidemment. Ils ont pas de problème de bougie, mais il manque le petit plus. Et ouais, l'ambition, je pense. Enfin, encore une fois, peut-être ça. Pas facile de parler à leur place non plus. Hein. Ouais. C'est sûr. Bah non, ça c'est clair.
Après, on a fait quasiment tous les points de Pierre, si ce n'est que Pierre voulait mettre une petite cartouche à Aprilia, donc qui a viré Savadori comme un malpropre. Donc après Smith, Redding et Loves, effectivement, c'est Savadori qui a été remercié en cours de saison pour faire de la place à l'ego de Viñales. Ouais, moi, je trouve que c'est pas très classe, mais Aprilia, de toute façon, ils sont assez coutumiers du fait. Après, si tu te mets d'accord avec Savadori, mais je trouve que c'est un peu dommage aussi. Ouais, on peut les excuser parce que c'est une petite écurie. Non. Ouais, mais là, ils cumulent quand même. Hein. Ouais, là, c'est un peu les gars, c'est toutes les saisons, ils ont giclin, quoi. Donc, c'est. Ça devient. Ouais, ça devient. Ça manque de construction sur le long terme, quoi. C'est un peu à l'humeur du patron, sûrement. Bah, il me saoule, lui, faut le dégager. Elle est. Enfin, la construction sur le long terme, et là, ça embraye directement sur les surprises, c'est aller chez Spargaro, quoi. Parce que lui, il est arrivé à bien développer la moto. De mon point de vue, il en manque encore un tout petit peu, mais ils ont quand même franchi un cap, quoi, dans le sens où ils sont régulièrement aux avant-postes. On voit souvent la moto, on voit souvent une moto, celle d'aller chez Spargaro, mais au moins on la voit. C'est-à-dire qu'à une époque, on savait tout juste qu'ils étaient là. Et là, ils commencent à se placer quand même de manière assez régulière. Donc pour moi, c'est une bonne surprise. Qu'est-ce qu'on dit ? Ah oui, complètement. Ouais. Enfin, là, pour le coup, oui, je disais, il manque de long terme pour le deuxième pilote, parce que pour le premier pilote, le long terme, il fonctionne et ça doit être ouf pour Aleix de voir que le travail paye. Et oui, il manque un petit truc aussi sur la vitesse. Mais enfin, voir Aleix se battre pour des podiums, c'était dingue. Ah bah oui, c'est inespéré. C'est clair. Tu te croyais sur MotoGP 21 Avec une Aprilia en difficulté 20%. Ouais, c'est ça. Paul, qu'est-ce qu'on dit ? Moi, je suis content de les voir devant parce que ça fait du bien de voir une nouvelle marque, effectivement. C'est bien, ça avance. Après, tu vois, sur le choix de Savadori, alors la méthode de le virer, voilà, c'est dégueulasse. Ça, c'est de toute façon, on peut retourner le problème. Moi, ce que j'avais trouvé dommage, c'était tu vois, de lâcher des pilotes quand même confirmés, type Redding ou Loves, c'est pas non plus des manchots, les garçons. Mais pour mettre Savadori à la place, qui en Superbike faisait pas non plus des grosses étincelles, j'avais pas trop compris. En pilote de développement, pourquoi pas, et encore, il a pas. Pour moi, il faut des mecs qui envoient vraiment le pâté, façon Pedrosa ou Guintoli, qui est sur ces motos-là depuis des années, effectivement. Donc voilà, là, ils ont une équipe de pilotes qui est forte pour la saison prochaine. Ça a bossé. Alors, je sais qu'ils avaient eu des gros problèmes pendant le Covid. Ils en avaient parlé justement sur le développement de la moto. C'est pour ça qu'il y avait une saison un peu moyenne aussi l'an dernier. Là, ils ont eu le temps de travailler. Donc voilà, c'est pareil, ça augure de bonnes choses pour la saison prochaine, parce qu'avec la même somme de travail et deux pilotes performants, dont un qui était quand même pressenti pour être champion du monde à un moment donné, ça peut être sympa, c'est bien de les voir devant en tout cas. Ouais, en dernière surprise, moi j'avais Jorge Martin, qui a fait pour un rookie une très très belle saison. Il a été blessé quand même pas mal de courses, a aussi beaucoup chuté. Mais il fait quand même 4 podiums pour un rookie, c'est un excellent début dans la catégorie. Il va falloir confirmer parce que il est rapide, il est bien entouré, il est plutôt bien dans ses baskets. Il a l'air d'être plutôt intelligent sur la piste, donc c'est pareil, il faut régler un tout petit peu la jauge pour prendre un petit peu moins de risques, finir plus de courses, et puis ça devrait tout de suite aller beaucoup mieux, quoi. Ouais. Clairement d'accord, c'est Miller qui va commencer à flipper pour sa place. Miller, il a les mêmes ajustements à faire. Là, tu refais une saison comme cette année pour les deux, avec peut-être un peu plus de régularité pour Martin. Quand tu vois la vitesse où il signe les contrats maintenant, ça peut vite changer. Donc, mais super surprise, hein. C'est sûr qu'il a pas. Là, le premier qui te prédisait les Martin et Zarco de toute façon devant avec les Pramac aurait été. C'était le champion à la fin de l'année pour le loto.
Non, c'est vraiment un super pilote, ça fait plaisir de le voir devant. Donc c'est pareil, c'est tout ce qui fait que la saison prochaine, on l'attend en fait, parce que voilà, ça a été beau ce qu'il a fait. En plus, le fait qu'il en gagne une, quand même, c'était une bonne chose aussi. Donc voilà, il fait du podium, donc c'est cool, c'est cool. La surprise, enfin une des surprises qu'avait ajouté Pierre, c'était la victoire de Binder. Alors oui. Surtout en pneu slick sous la pluie, ouais. Pneu slick, ouais. Ça, c'était une surprise, ouais. Complètement fou. C'est pour ça qu'on l'aime, Binder. Hein. Sud-africain, pardon. De toute façon, ils sont habitués à rouler en flat aussi, et c'est vrai que là, fallait tenter le pari. Alors, quand tu te foires, tout le monde se moque de toi, et puis quand tu réussis, bah t'es le roi. Là, c'était du pétrole. C'était ouf. Ouais. On va glisser quand même quelques dernières petites remarques sur la catégorie. Bon, j'avais noté saison bordélique chez Yam, mais ça, on va pas s'étendre puisqu'on en a fait déjà assez. Et Pierre avait noté le quota, qui était effectivement un petit peu bosselé, on va dire, cette année. Ah oui. C'était le Dakar, en fait, le quota. Je pense que c'est ça qu'a décidé Petrucci à aller sur le Dakar. Il s'est dit, putain, le quota, c'est cool. Mais ça serait bien d'avoir une moto mieux suspendue. Donc, du coup, il s'est dit, je vais prendre la KTM, KTM Dakar. Et a priori. Ouais. Ouais, tu vois, je regarde le Supercross tous les dimanches matins. Je m'attendais à voir le quota sur un des circuits, tu vois, avec du Roxen, du Musquin, etc. dessus. Ah non, pour un circuit catégorie championnat du monde, c'était honteux. C'est juste une honte. Mais ils sont en train de tout refaire, là. Il serait malheureux de retourner une nouvelle saison dessus, comme tu dis. Sinon, là, tu enlèves les jantes en carbone, hein, tu mets des belles jantes, une 21 à l'avant, une 18 à l'arrière, et puis c'est parti, quoi. Tu crois? Non, c'est ridicule, sérieusement. En plus, c'est pas l'excuse de les voitures roulent dessus, c'est pas une excuse. Regarde Portimao, les Formule 1 roulent dessus et il n'y a pas autant de problèmes. Ah ouais, mais ça, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux y faire? Ça, tant qu'il paye. Donc bon, ouais, mais tu vois, c'est dommage. C'est des choses, tu le vois, c'est des spécialistes, les gars qui vont là-bas, donc tu vas pas me dire que tu vois pas que le circuit se dégrade, que t'organises le championnat du monde à une semaine de la course, que tu viens voir la course, tu dis, ah bah il y a un peu de boss. Non, c'est bon, C'était plus un peu de boss, là. Ça fait pas sérieux, quoi. Ouais, voilà, tu vois, ça fait pas sérieux. Ah, mais alors, ouais, les dernières nouvelles, c'est qu'ils sont vraiment en train de tout refaire. C'est-à-dire, quasiment l'intégralité du circuit va être resurfacée, et pas uniquement resurfacée. À savoir que, effectivement, je crois que c'est toi, Olivier, qui disais qu'il y avait des affaissements, et ils sont en train de réinjecter du béton en profondeur pour consolider les fondations du circuit. Donc, en gros, il y a un joli SimCity qui est en train de se mettre en place là-bas. Et... Putain, j'espère que c'est du béton bio quand même. Je crois pas, non. En général, eux, ils s'en foutent un peu. Je veux pas dire. Les Yankees, en plus au Texas, les gars, ils doivent pas vraiment se poser de questions, quoi. Ouais, non, c'est vrai. C'est là, ils te mettent du truc sous pression, bim, et puis ils remettent un bouchon en liège dessus, et vas-y. Ouais, bah, ils sont en train de tout refaire, a priori, resurfaçage au laser et tout. Wow, ça va être un vrai billard. Ça va être top. Oui, et puis les F1 vont passer juste avant et ce sera comme toutes les Et ans. puis le goudron sera pas sec. Voilà. Allez, putain, vous avez tout rebosselé, faut tout refaire. Bah ouais, qu'est-ce que je te dise? Ouais, ça en était presque dangereux. Hein. C'était plus que presque dangereux, quoi. C'était quasiment impossible d'aller rouler là-bas, mais bon, ils l'ont fait, voilà. C'est quand même bizarre qu'on en arrive encore là. Après, on va empiéter encore sur le 2022, hein, puisqu'il va y avoir normalement des nouvelles courses. On verra si on va pouvoir tenir le calendrier. Après, c'est d'autres inconnus. Mais en remarque particulière, alors Pierre avait noté le retour des journalistes, parce que effectivement, ça avait tendance à un petit peu s'écarter de tout ça, mais effectivement ça fait du bien de revoir les journalistes en bord de piste. C'est toujours mieux d'avoir les pilotes un petit peu plus en prise directe, on va dire. Et puis après, il avait insisté sur LCR. Lui, il faisait un parallèle avec Tech 3, donc sur la faiblesse des résultats des deux tandems, donc que ce soit chez LCR ou chez Tech 3, mais effectivement, Tech 3 a eu
eux, ils ont fait le choix de tout changer, c'est-à-dire de prendre un nouveau tandem justement qui vient du Moto 2, ce que ne fait pas LCR, c'est-à-dire qu'il reste avec Alex Marquez et Nakagami. Ma foi, on verra. Après, effectivement, c'est ce que note Pierre, hein, c'est qu'il y a un gros risque de se faire bouffer par Binder, hein, sur une Yamaha un petit peu plus facile à conduire, quoi. Enfin, on verra ce que ça va donner, mais effectivement la saison de LCR est assez catastrophique, quoi. Ouais. Après, mais on en a déjà parlé. Pour LCR, c'est des contrats HRC de mémoire. Hein. C'est Nakagami, je suis pas. Ah si, je sais pas. Ouais. Si de mémoire, si. Hein. Mais tu vois, en regardant le line-up, j'ai percuté un truc. Nakagami japonais, d'accord, mais Ogura en Moto 2 qui a fait une bonne saison de rookie. S'il donne une belle saison la saison prochaine, Nakagami peut aussi sauter et d'un coup se faire changer. Il peut, quoi. Et tu gardes un japonais. Nakagami, il va sauter, quoi. Enfin. Mais non, mais ça sert à rien, quoi. C'est là. Ouais, tout en mesure. Ça, c'est c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est insuffisant, quoi. Moi, j'avais noté insuffisant. Cyril, il est responsable pilote chez KTM. C'est lui qui s'occupe de la communication KTM. Non, parce que sinon, on les aurait déjà virés. Non, je déconne. Non, je déconne. Mais ouais, LCR, moi, j'avais l'habitude. Enfin. Dans ma tête, c'était, tu vois, quand t'avais Stoner qui était monté, qui était arrivé chez LCR, bah voilà, quoi, c'était compétitif, quoi. Moi, je trouvais que la logique Honda avec 2 officiels plus un LCR et un Gresini, je la trouvais logique. Puisqu'ils avaient des filières un petit peu parallèles. Après, il s'est passé ce qui s'est passé avec Gresini et du coup, LCR a récupéré 2 motos. Mais enfin, pour moi, la logique sportive, elle est complètement. Enfin, après, elle est complètement pétée, quoi. Enfin, Alex Marquez, ça va bientôt. Enfin, c'est la fin de sa 2e saison. Ouais, ils l'ont pas placé dans des bonnes conditions non plus, dans le sens où il avait pas roulé, il était déjà parti de l'équipe officielle. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Après, moi j'adore Cecchinello, hein. C'est un mec en interview qui est toujours franc et tu vois, Nakagami c'est beaucoup trop irrégulier. Enfin, on en a déjà parlé plein de fois en épisode. Mais pour moi, Nakagami, non, quoi. C'est, au bout d'un moment, il a eu assez sa chance. Faut passer à autre chose. Oh, c'est clair. Faut passer à autre chose. Ou alors, t'es conscient que ta moto, elle est pas faite pour eux, et puis tu leur dis, bon, bah voilà, les gars, amusez-vous ce week-end, roulez. Parce que Nakagami, à mon avis, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, quoi. C'est pas un mauvais pilote. Et c'est un pilote qui est en train de se péter, quoi, de se briser, quoi. Et qui maintenant, après ce qu'il a fait chez LCR, va dire, ah ouais, Nakagami, je le prendrais bien sur ma Suzuki, quoi. Et là, tu te dis, mais non. Enfin, personne voudra d'un Nakagami. Bah si, Honda pour remplacer les Quena sur la CBR dans 2 ans. Bah voilà. Puis le mec, oui. Aller en CBR, sur une CBR. Ah, super. Le plan de carrière, c'est chouette, quoi. Non, mais tu vois, on n'en est pas à des plans de carrière, mais je trouve que l'écurie satellite Honda, elle est pas compétitive. Mais bon, après on a vu une saison 2020 où justement les satellites ont été très mis en valeur, notamment par les Pramac et le SRT. Et là, cette année, c'est totalement différent. Sortie de Pramac, on n'a pas vu un seul satellite, quoi. Enfin, le SRT, ça a été une catastrophe de bout en bout. KTM, c'était pareil. Ouais, il n'y a que Pramac qui a existé en satellite, quoi. C'est moche de finir cette saison 2021 sur ce constat. Et surtout, à l'année prochaine. Surtout, non, mais on rebondira mieux sur le preview de la. On rebondira mieux sur le preview de la saison prochaine. De toute façon, mais c'est vrai que là. Le preview de la saison prochaine, il sera pas chez Honda Satellite, quoi. Ça c'est évident.
Enfin, les attentes, elles sont pas là. Les attentes, elles sont dans le niveau de Quartararo, enfin dans la capacité à toujours être devant. Et puis il y a Ducati, quoi. On verra ce que ça va donner. Il y a de l'inconnu, pour le. Il y a pour la plein d'inconnus, quoi. Tiens, d'ailleurs, une inconnue, Olivier. C'est ce que t'attends le plus en 2022? Une vraie attente sportive, le doublé de Quartararo. Ouh, effectivement, j'avais pas vu ça sous cet angle. Paul? Ah bah ouais, je suis dur. On n'a même pas préparé. Il faut bien que je vous prenne un peu à froid des fois. Bagarre à 4, Quartararo, Bagnaia, Marquez et Oliveira. Il faut une inconnue. Ouais. Donc, Oliveira. Ouais, c'est du KTM devant. Putain, c'est clair. Une KTM devant la prochaine. Oh la vache. Ouais. Et toi, Cyril, du coup? Moi, alors je vais avoir une vraie attente, c'est effectivement Quartararo. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de le voir aussi performant que cette année. Je rajoute un truc. On espère que Zarco va gagner une course en MotoGP. Et voilà. Ouais. Ah oui. Au moins une. Ce serait bien. Je pense qu'on a fait le tour de cette saison 2021. On a empiété sur 2022 pour quand même un bel épisode. On a été bien bavard. Ouais. Messieurs, on se dit à très bientôt. Je pense qu'on va se retrouver sur fin février, quelque chose comme ça. Avec grand plaisir. Ouais. Histoire de préparer cette saison. J'espère qu'on aura qu'on aura l'occasion de se boire une petite mousse. Ça serait cool. Ouais. Ce serait pas mal. Parce que là, mine de rien, on a été un petit peu mis de côté, quoi. Moi, j'aime bien avoir ma petite mousse d'intersaison. Ah, c'est clair. Bon, sur ce, messieurs, à très bientôt. Ouais, merci à très bientôt. Salut à tous. Ciao.